Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre de 1989 à 90, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Maître Massengo Thiassé, qui l'a bien connu ces dernières années, vous lit l'intégralité de ses témoignages recueillis par Jean-Paul Tedga dans plusieurs numéros du journal Afrique Éducation. Nous poursuivons avec l'hommage à Alphonse Soukoulati en évoquant aujourd'hui l'affaire Tandja Bachir et le mysticisme de Sassou Nguesso qui fait absorber aux Congolais ses excréments et urines pour engourdir leur conscience. Ceci est un article du défunt Soukoulati dans Afrique Éducation du 15 mai 2016. Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons donc l'hommage à l'ancien Premier ministre Soukoulati-Poiti qu'on vient de mettre justement en terre, comme on dit. Il a été inhumé vendredi 8 novembre 2024 après une messe à la cathédrale d'Evry dans la région parisienne en France. Avant de reprendre une partie que nous avons justement sautée lors de la lecture du journal Afrique Éducation numéro 438 du 1er au 15 mai 2016, il a apporté son témoignage qui a été justement recueilli par Jean-Paul Tedga, le directeur de ce bimensuel international panafricain. Alors nous allons aujourd'hui aborder comment a été faite sa nomination au poste de Premier ministre. D'abord, avant d'évoquer cela, nous signalons que Soukoulati-Poiti avait dénoncé les pratiques nauséabondes, ignominieuses et démoniaques du président Denis Sassou Nguesso. Ces pratiques qui consistaient à déverser ses excréments, urines et déchets corporels dans l'eau potable des agglomérations urbaines de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Olivier. Il avait donc bravé la mort, il avait pris son courage à deux mains pour faire savoir indirectement à Denis Sassou Nguesso qu'il était au courant et qu'il désapprouvait ses faits et méfaits. C'est donc dans ce contexte qu'il faut placer, si vous voulez, la nomination, parce qu'il était surpris d'ailleurs que par rapport à la colère que Sassou avait eue, qu'il avait piqué une colère rouge par rapport à cette dénonciation. Alors, dépassant donc sa déconvenue, Soukoulati-Poiti avait voulu s'expliquer devant Sassou Nguesso, mais celui-ci avait refusé de répondre à ses demandes réitérées d'audience. Et même au Conseil des ministres, Sassou fuyait son regard. C'est ce que nous avons donc souligné au cours de notre précédente
émission. Et n'oubliez pas que nous avons également évoqué le fait que Sukolati Poiti s'attendait à quitter le gouvernement, à être débarqué au prochain remaniement. Ça n'a pas été le cas. Donc, malgré cette action inouïe, il avait, pour ainsi dire, engagé avec une certaine dose d'audace un conflit dont il redoutait qu'il allait lui conduire à la tombe. Et effectivement, ça lui a amené à la tombe. Mais, par contre, il a été surpris de constater que Sassou va donc le nommer Premier ministre. Je veux donc lire ce qu'il dit lui-même à propos de cette nomination. Alors, nous reprenons notre journal que je vous présente, Afrique Éducation, à la page 25. Cette fois-ci, donc, nous allons lire la page 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, nous aurons 6 pages à lire. Soyez donc nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Alors, il dit donc, ma nomination au poste de Premier ministre, sur ces entrefaites intervinssent les préparatifs du 4e congrès ordinaire du parti unique, le Parti congolais du travail, dont j'avais refusé dès l'origine d'être membre au terme de ce congrès qui se tint du 26 au 31 juillet 1989. Le président me fit contre toute attente une surprise de taille, puisqu'il m'éleva au poste de tant convoité de Premier ministre et par ricochet au bureau politique du PCT. Bien que salué par les observateurs extérieurs et l'opinion nationale, la décision du président prit de court l'intelligentsia politique de l'intérieur. Le nouveau promu que j'étais, n'étant ni membre confirmé, ni a fortiori apparatchik du PCT, comme il se devait. On se contenta néanmoins du côté de la présidence de rassurer de ci et de là que le Congo avait commencé à rompre les liens avec le marxisme-léninisme pur et dur des statuts du parti État et que les cadres experts et patriotes y étaient les bienvenus à côté des cadres experts et rouges arborant la médaille rouge de la faucille et du marteau. Alors il faut se dire d'ailleurs une chose, c'est que ça vient dans un contexte où on a parlé de la pereïstrouska. Donc ça intervient au moment où on parlait de la pereïstrouska. Donc, Sassou ne pouvait rien faire puisque tous les pays qui se réclamaient du marxisme-léninisme, marxisme dur, les pays de l'Est, avaient donc laissé tomber la démocratie populaire, comme on dit. Donc je continue, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Donc quant à moi, pris dans l'engrenage de l'eau souillée qui avait désarçonné le chef de l'État, je fis contre mauvaise fortune, bon cœur. Je savais que la décision du président participait d'un stratagème savamment orchestré. Je savais que la décision du président participait d'un stratagème savamment orchestré, tendant à me rapprocher de lui, moi qui lui étais, disons, quant à moi, pris dans l'engrenage de l'eau souillée qui avait désarçonné le
chef de l'État, je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Je savais que la décision du président participait d'un stratagème savamment orchestré, tendant à me rapprocher de lui, moi qui lui étais distant et susceptible de divulguer, s'il n'y mettait un terme, le secret qui n'est point un secret d'État, de la souillure de l'eau publique. En même temps, je craignais de devenir perméable à toute nuisance de sa part. Mais un adage vili dit, lorsque l'hippopotame apparaît au milieu du fleuve, la pirogue ne peut plus chavirer. C'est quand il est sous l'eau qu'il est dangereux. Comme flic et fin politique, Denis Sassou Nguesso sait mieux que quiconque qu'on attrape plus facilement une mouche avec du miel qu'avec du fiel. Il avait donc plus à gagner en me nommant à ce poste qu'à toute autre fonction. Toujours est-il que, tiraillé entre l'acceptation enthousiaste et le refus grincheux du poste, je m'inclinais sur la perspective même risquée de peser sur le redressement d'une situation nationale fortement obérée. Mon séjour de travail, ou plutôt de farniente à Oyo. De fait, de ma nomination, le président, par le biais du protocole d'État, me convia à le suivre à Oyo, son village natal, pour y constituer avec lui le nouveau gouvernement. Ce que je fis, non sans émoi, mais arrivé à Oyo dès le 1er août au soir, quel ne fut pas mon étonnement d'avoir fait en quelque sorte un long voyage en absurdie, parce que je dus y rester pendant 12 jours sans rien faire, alors que 2 jours maximum de séjour eussent amplement suffi. En outre, le chef de l'État ne me consacra aucune minute pour travailler ou recevoir mes propositions, ni sur la composition de l'équipe gouvernementale, ni sur sa feuille de route, ni sur l'ébauche d'une politique économique gouvernementale. Après l'échec cuisant du plan quinquennal 1984-1989, il devenait pour moi de plus en plus certain que le Congo allait continuer de naviguer de Charybde en Scylla, avec ses 2 oncles paternels et maternels, Emmanuel Yoka et Antoine Dingaoba. Il décida de tout, notamment du choix des ministres, sans que j'eus à y apporter la moindre contribution en quoi que ce soit. J'ai déjà décrit, chacun en ce qui le concerne, le rôle de ces 2 personnages dans mon interview parue au journal bimensuel, donc Afrique Éducation numéro 411 du 16 au 30 mars 2015. C'est avec eux que je discutais. Encore fallait-il attendre le 7e jour pour qu'ils crussent nécessaire de me sortir de ma léthargie forcée, en me demandant de proposer au chef de l'État un projet de structure gouvernementale. Et c'était tout à l'exclusion de toute autre chose. Les circonstances auront pesé lourd pour que je n'ai quitté mes fonctions, avant même qu'elles n'eussent commencé. Ainsi, je me persuadais effectivement que j'étais nommé Premier ministre, puis aller à Oyo, non pour contribuer à redresser une situation nationale dangereusement obérée, mais pour que le président, comme un fauve à l'affût devant un gibier sans défense, pût exercer sur moi quelque influence vengeresse et démoniaque. Mais c'était sans compter avec la puissance divine qui déjouait pièges et sortilèges de toutes sortes jusqu'à ce que je rejoignisse Brazzaville, sans avoir souffert de la moindre piqûre de moustique. Oh, que ce fut terriblement angoissant! Denis Sassou Nguesso avait perdu la partie lors même
que je prisse le chemin du retour. Et la suite ne fut et n'est toujours jusqu'à nos jours qu'une série de répétitions de la trame tissée à Oyo. Oyo n'était à l'époque qu'un petit village ordinaire, comme il en existe dans l'Interland, sans hôtel ni restaurant, puisque j'étais logé dans la maison de Maurice Nguesso, jouxtant la villa présidentielle située au bord de la Lima, me nourrissant à leur source. Là, j'ai passé mes 12 jours de farniente et de longues attentes comme jamais dans ma vie active, guettant vainement le moindre appel du sommet jusqu'à ce que je ne me menaçasse de rentrer à Brazzaville où je m'estimais plus utile. Alors je tiens à ouvrir d'ailleurs une parenthèse pour parler de l'évocation de Oyo qui était un petit village ordinaire et qui avait sans hôtel. Là, il s'agit de 90. Mais en 94, lorsque je suis allé pour la première fois à Oyo, effectivement, le seul hôtel qui était là, c'était Bel Air. C'est là où ils mettaient ses invités. C'est là où d'ailleurs j'ai trouvé, je vous ai dit, Blaise Adoua, qui était à l'époque commandant, qui était là-bas à Oyo pour garder Sassou. C'était parmi les militaires qui le gardaient à Oyo lors de sa traversée du désert, lors de sa prison à ciel ouvert dans le secteur d'Oyo et Edou. Voilà. Je tenais donc à ouvrir et donc à refermer également cette parenthèse. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Ce n'est un point l'intérêt général qui m'avait donc destiné en ce lieu, on le voit bien, mais la volonté diabolique du timonier de me faire comprendre que j'étais sous sa coupe pour être jaugé et soumis à toutes sortes d'intimidations sordides. En fait, il s'attendait à ce que je perdisse, à défaut de la vie, les forces ou l'intégrité physique, mais je lui prouvais le contraire sans rien céder, en quoi que ce fût, jusqu'à l'heure présente. Même si, sur la route, mon véhicule se retrouva dans le décor après Gandouma, fort heureusement, personne, parmi la petite équipée qui m'accompagnait, ne fut atteint. Grâce au Seigneur, le stratagème mis en place par le président Sassou n'avait pas fonctionné, de sorte que j'ai gardé par devers moi le secret des excréments et urine. Urine sans jamais le révéler à qui que ce soit, d'où sa détermination inexpugnable de me pourchasser sur toutes les latitudes. Maintenant que Tandja s'est mis à dévoiler l'affaire au terme d'un contentieux de gourou à client, je crois devoir souligner ce qui suit à mon corps défendant. Aux consommateurs de l'eau publique du Congo, autant vaut dire à tout le peuple congolais, je commence par dire qu'elle est toujours et de plus en plus infectée d'excréments et d'urine par Denis Sassou Nguesso, le maître de lieu. Voici donc comment. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Sassou Nguesso, un véritable démon. Je l'ai déjà écrit en d'autres circonstances, notamment dans la dernière publication que nous avons lue ici, le numéro 411. Dans l'arsenal mystico-fétichiste hérité de Julien Nguesso, alias Poro Poro, et dont Judéo est devenu aujourd'hui, au sein de la famille, le grand maître incontesté, figure, entre autres, sorcellerie, et gligli, le rite d'influence, consistant à souiller d'excréments et d'urine l'eau de la pompe à partir des cuves publiques, et ce pour annihiler la conscience des consommateurs et ainsi les soumettre à l'action
et à la personne du chef de l'État. Il s'agit des excréments et urines à l'état brut, mixés des eaux de douche qu'il faut épandre dans les cuves, puis et nappes d'eau potable agrémentée d'une formule incantatoire en langue mochi, sortie des pratiques mystico-fétichistes et transmis par Poro Poro à Valentin Ambende, son fils aîné. Sassou Nguesso a longtemps pratiqué le rite d'influence depuis son accession au pouvoir le 5 février 1979. D'abord sur Brazzaville, puis Pointe-Noire et Dolisie. Puis le champ d'épandage des excréments et urines est réduit, plus efficace et le résultat attendu. De même, plus les eaux qui sortent de la pompe sont rares et colorées, mieux cela vaut. À telle enseigne qu'il n'est pas étonnant que les Congolais souffrent de manque ou de rareté d'eau depuis les lustres induisant diverses maladies diarrhéiques. Et cela ne changera point tant que Sassou restera au pouvoir, car dit abondance d'eau, dit amoindrissement de l'effet excrément. Le système semblait fonctionner à la satisfaction du président Sassou Nguesso jusqu'à la conférence nationale souveraine de février 1991. Mais le flot d'injures et de récriminations, ainsi que sa mise en cause par les conférenciers, firent douter le dictateur de sa réelle influence auprès de l'opinion populaire et donc de son système fétichiste. C'est ainsi qu'à son retour au pouvoir, après la guerre du 5 juin 1997, il s'est tourné vers Tandja Bachir, dont plusieurs sources africaines attestaient d'une certaine efficacité dans l'envoûtement des masses. Tandja, tout en pratiquant le rite des excréments, y ajoute le travail mystique et spirituel en limitant la charge pondérale des matières fécales nécessaires et en élargissant le spectre d'épandage et d'absorption du produit fini dûment travaillé. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poiti. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Alors Sassou Nguesso a tenté en vain de souiller les eaux du fleuve Kwilu-Nyari. Avant Sassou Nguesso, son dévancier de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire Mobutu Sese Seko, pratiquait à profusion le rite des excréments pour séduire ou réduire le peuple zaïrois sous ses pieds. Selon son propagandiste, puis pourfendeur post-mortem, Dominique Sakombi Inongo, ancien ministre zaïrois de l'information, le grand léopard envoûtait les populations en agissant sur les eaux du fleuve Zaïre, Congo, si vous voulez, depuis Lualaba jusqu'à l'embouchure. Un travail laborieux d'envoûtement, plus spirituel que matériel, cela s'entend compte tenu de l'étendue du territoire et de l'incommensurable quantité des eaux charriées par le fleuve Congo. Mais Sakombi souligne qu'une myriade de sorciers féticheurs, marabouts, magiciens et gourous de tous les continents étaient mis à contribution pour tenter d'apprivoiser le fleuve au profit de Mobutu, qu'il a vu de ses propres yeux, dit-il, boire quantité de sang humain. Denis Sassou Nguesso est du même acabit, qui avait voulu procéder pareillement sur le fleuve Kwilu, s'il ne s'était heurté à la résistance des génies tutélaires. Ces demi-dieux gèrent spirituellement le Mayombe et les contreforts des plateaux Kukuya, dans lesquels le Kwilu prend sa source avant de traverser le département de la Bouenza et du Nyari. En effet, je voulais ouvrir une parenthèse, le Kwilu prend sa source qu'on appelle le plateau Kukuya, c'est-à-dire après ce qu'on appelle les pays de Mpangala, dans un peu les plateaux, avant donc d'arriver au plateau. C'est pour cela qu'à l'époque, Woody Leno avait eu l'idée de faire naviguer donc le Kwilu, le Nyari, la Bouenza et l'Ndo
Ndo, parce que dans cette partie, on l'appelait Ndo. C'est un Noteke. Et elle est débouchée vers l'Alefini ou l'Ankeni ou quelque chose de ce genre. Et après, justement, l'Ankeni devait tomber dans le fleuve, comme il tombe toujours dans le fleuve. Donc, faire naviguer de l'autre côté. On quitte le Kwilu, Pointe-Noire, jusqu'à la partie nord, par voie navigable. C'était le projet de Maître Moudi de Lomasengo lorsqu'il était vice-président du Conseil d'État. Il nous a parlé de ça. Il avait soumis le projet. C'était vraiment des grands travaux qui devaient se faire dans le pays. Bon, j'espère qu'un jour, on reprendra cette idée pour faire naviguer le Kwilu jusqu'à la partie nord. Bref, donc je tiens à refermer cette parenthèse. L'on sait que Sassou a toujours fait flèche de tout bois en sillonnant le Kwilu profond afin d'y recueillir des indices du pouvoir spirituel des rois Luango. Lors de ses pérégrinations, il était arrivé jusqu'au site sacré de Chintanzi où il s'était fait consacrer pasteur supérieur de l'église du christianisme prophétique en Afrique fondée par le prophète Sri Lassi Simon Zéphirin, qu'il fera d'ailleurs tuer, c'est une parenthèse. C'est pas lui, c'est pas Sokulati Pati qui le dit, mais il avait déjà parlé de ça dans la précédente émission. C'est lui qui avait fait tuer donc Lassi Simon Zéphirin. J'en ai donc dit un mot d'ailleurs, il le dit, j'en ai dit un mot lapidaire lors de mon interview paru dans le bimensuel Afrique Éducation numéro 414 du 1er au 15 mai 2015. En fait, c'était pas 414, c'est 411. Bref. Donc, Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, deux frères siamois. Comme vous allez le voir dans cette image que Jean-Paul Tedga a publiée et que je vous montre d'ailleurs à l'écran. Et vous allez voir aussi sur la page. Donc, Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba qu'on présente comme deux frères siamois. Pourquoi? Évidemment, si Tandja Bachir a cessé le 15 avril 2015, comme il le dit lui-même, de faire le rite mystico-spirituel des excréments au profit de Sassou Nguesso, celui-ci continue à bénéficier du rite hérité de Julien Nguesso, poursuivi par son fils aîné Valentin Ambende Nguesso, puis par Jean-Dominique Okemba, dit Judéo, en sa qualité de fils adoptif et spirituel de Valentin. Alors suivez bien ce que l'ancien Premier ministre Sokulati Poiti, qui accorde cette interview, justement révèle. Alors Judéo est par conséquent neveu par alliance de Sassou, par son demi-frère Valentin interposé, mais il jouit d'une indéniable auréole mêlée de crainte dans la famille du fait qu'il détient les secrets de Poro Poro à lui légués par Valentin. Sassou et Okemba sont comme deux frères siamois pour les besoins de la cause, bien que de sang et d'origine différents. Celui-ci est arrivé à Edou, venant d'Ondembe, localité voisine, sur le dos de sa mère remariée à Valentin Ambende Nguesso. Celui-là, dans le ventre de la sienne, venant de Pointe-Noire, où son mari, Julien, officiait depuis 1936 comme maître féticheur, conférant force mystique aux agents administratifs et privés de tout genre, aux jeteurs de sorts, aux commerçants mercantilistes, aux pêcheurs marins, bref, aux aventuriers de l'irrationnel. Alors, avant de continuer, je vais faire une parenthèse. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Moi, j'ai connu le fils aîné de Valentin Ambende Nguesso, qui était d'ailleurs Valentin Ambende, qui était avec nous au lycée, à l'internat. On était très proches.
est devenu médecin, il a évolué au Gabon, je pense que nous avons le même âge, c'est sûr qu'il a dû prendre sa retraite. Bon, bref, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. J'aurais bien voulu montrer sa photo, notre image, lorsqu'on était plus jeune, mais bon, je me réserve. Sinon, je peux montrer la photo de Valentin, mon ami de l'internat, celui à qui j'ai fait connaître le quartier sud de Brazzaville, venant directement de Makwa, où ils étaient des élèves avant de venir à Brazzaville et puis interne. Bon, ils n'étaient pas le seul parce qu'ils étaient nombreux. Ils sont tous aujourd'hui retraités, mais en tout cas, ma génération, je suis au lycée, c'est des gens, on ne pensait pas qu'ils devaient faire la politique ou ils devaient faire le désordre qu'ils font aujourd'hui. Bon, c'est vrai que dans ce lot, il y a des gens qui sont quand même qui sont partis dignes, en sachant qu'ils avaient un idéal, parce que nous étions des militants de l'UGEC, l'Union Générale des Élèves Étudiants Congolais, on avait des idéaux à défendre. Bref. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poiti, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukolati-Poiti. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Il s'agit donc de Jidéo et Sassou Nguesso. À les confronter sur toutes les coutures, on s'aperçoit que plus tard, ils se sont fait respectivement Kani et Obali, dans l'ordre traditionnel et profane, grand maître et grand maître adjoint, dans l'ordre maçonnique et sacré, président et vice-président dans l'ordre politico-administratif, hommes et femmes dans le désordre magico-sexuel. Bref, depuis que Valentin a cessé de vivre, Sassou et Okemba vivent l'un dans l'autre. Plus qu'une simple parenté de circonstances, Sassou et Okemba ont opéré une véritable fusion osmotique, auréolée de leur pouvoir politique, fétichiste, économique et sociaux. Ils ont déclassé les autres membres de la fratrie Nguesso, y compris plus représentatifs d'entre eux, en la personne de Maurice Nguesso, actuel fils aîné survivant de Poroporo. Mais l'homme d'affaires multicarte, comme il se surnomme, n'est pas en reste qui en a profité dans l'ordre capitaliste. Et ce n'est pas le moindre des avantages du sassouisme régnant que d'aplanir les difficultés les plus antagonistes avec l'argent public et les avantages exorbitants du droit commun, comme la possession privative d'un puits de pétrole au large de Pointe-Noire. Et d'ailleurs, Soukolati-Poiti donc l'évoquait déjà, mais entre-temps, comme nous l'a signalé Laurent Sokoko, les puits, ils en ont en pagaille. Et on démontre d'ailleurs la réserve pétrolière du Congo de plus de 100 ans est au nom de Sassou Nguesso, non loin du Cabinda. Et c'est pour cela d'ailleurs nous devons nous révolter et que les gars du Niari doivent tout faire pour que Sassou ne s'accapare pas justement de ce pétrole enfoui sur leur terre. C'est le pétrole comme on appelle onshore, qui est en dehors des eaux de l'océan. Alors, Jidéo donc partage avec son compère, le président, à peu près les mêmes honneurs de la République. Comme vice-président de fait, il détient un quota sur le choix des ministres et des hauts fonctionnaires publics. Il reçoit en contrepartie reconnaissance de la part de ces derniers dans la distribution du gâteau national. Il est respecté comme autorité supérieure hiérarchique susceptible de prononcer des sanctions. Tout se passe comme si le pays était dans la République des copains et des cousins, des coquins, brocardés par Michel Poniatowski d'ailleurs
éminence grise de Giscard d'Estaing à l'époque. Il appelait la République des copains et des coquins. Alors là, je tiens aussi à ouvrir une parenthèse pour vous révéler ceci. Lors de ma longue rencontre avec Sassou Nguesso, en 2015, c'était donc en avril 2015, à la veille de Pâques, il m'avait reçu sans que JDO soit au courant. Et ça, je l'avais senti. Parce que il savait très bien que j'étais en conflit direct avec JDO. Les gens le savaient. Pourquoi en conflit? Parce que je l'avais dénoncé à RFI. Je peux même vous faire passer ce passage. J'étais vexé par rapport au traitement qu'on a fait de Marcel Nsourou, qui a sauvé la République à Pointe-Noire pendant la guerre du 5 juin, et ensuite qui n'a pas bénéficié justement des avantages. Il aurait pu passer général, au lieu de faire passer quelques éléments, je ne veux pas les injurier, mais qui n'étaient pas aptes à être des généraux. Bon, malheureusement, Jean-Dominique a voulu rejeter la responsabilité du 4 mars sur Marcel Nsourou. Et moi, j'avais pris position. Et à partir de ce moment, d'ailleurs, j'ai commencé à avoir des ennuis. Bon, je ne vous les évoque pas maintenant. Bon, en tout cas, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Bien. Donc, les deux compères, Sassou Nguesso et JDO, se montrent toujours ensemble en public, s'associent côte à côte au cours des cérémonies, voyagent dans le même avion. Il est arrivé même que JDO se dise malade en cas de voyage, alors à défaut d'être embarqué contre son gré, le voyage est différé. Alors, une situation ubuesque qui tient non pas tant de l'inséparabilité physique des deux compères qu'à la peur d'un éventuel mauvais coup de la part de JDO, car Sassou Nguesso, de nuit comme de jour, en mangeant ou en dansant, reste extrêmement vigilant. C'est en vérité un homme ombrageux. Denis Sassou, devenu Denis Sassou Nguesso, au seuil de sa carrière politique, politico-militaire, a été coopté dans la famille du patriarche d'Edou, partageant avec Valentin Feu donc, Maurice Alphonse Feu, le destin chevaleresque d'un père chasseur et mystico-féticheur. Il est devenu par la force des choses le plus valeureux et adulé d'entre eux. Oui, je veux confirmer que Denis Sassou a pris le nom de Nguesso qu'après, parce que jusque-là, même quand on voit jusqu'en 68, il s'appelait que Denis Sassou. D'ailleurs, quand Youlou l'a recruté, c'est là où justement je tiens à préciser, l'a recruté et l'a nommé, parce que c'est Youlou qui l'a recruté. Et Youlou ne voulait pas, il y a eu intervention de beaucoup de personnes, notamment Moussa Bakani, et puis les Yombi, parce que les Yombi, ils ont demandé à Moussa Bakani, qui était leur chef, d'intervenir, et Moussa Bakani a pu intervenir auprès de Youlou pour qu'il signe le décret qui faisait de lui sous-officier de réserve. Il n'était pas encore dans l'armée active. Et d'ailleurs, Moussa Bakani va le repréciser à la conférence nationale. C'était des réservistes, des gens qui n'étaient pas encore dans l'action. Bref, tout ça, il faut reconstituer l'histoire, surtout pour la jeune génération. Ceux qui, aujourd'hui, ont 40 ans, qui oublient que l'histoire, Sassou, cherche à la falsifier. Mais une histoire ne se falsifie pas. Regardez, mais les récits de la Bible sont des récits historiques. Même si, bon, les gens parfois le contestent, mais c'est historique. On vit avec. Donc on ne peut pas falsifier une histoire. C'est notre vocation de rétablir les faits tels que ça s'est passé. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Soukolati-Poity donc poursuit.
Mais il ne semble pas avoir eu la primauté mystique de la part du patriarche qui au contraire le boudait jusqu'à la fin de son cycle scolaire primaire à Foroussé, actuellement au Wando, et son départ à Mbunda d'Olivier pour sa formation d'instituteur. C'est que, d'une manière générale, la nature vient toujours au secours des enfants mal aimés, orphelins ou adultérins. Après avoir refusé en 1960 une affectation en vue de servir au nord du pays, Sassou Nguesso bénéficie d'une intégration dans l'armée. Il part à boire en Centrafrique pour un stage militaire avant d'obtenir une formation à Cherchell en Algérie. Lorsqu'il revient au pays en 1962, il a une seule idée en tête, devenir chef de l'État, à tout prix. Quant à Jidéo, l'actuel titulaire de l'héritage spirituel des Nguesso, le détenteur des codes secrets, il a lui aussi été greffé sur la famille Nguesso, sans toutefois en porter le nom. Il a dû trouver en Sassou un acolyte, tout indiqué pour partager avec lui l'une des sorcelleries les plus avides de sang, encore opérationnelles en Afrique, en plein XXIe siècle. Qu'il s'agisse de l'exercice du pouvoir politique, des empoisonnements, du jet, des sortilèges, de l'autoprotection mystique, de l'attirance amoureuse, museler les bandes, les relations extérieures, etc. Sassou Nguesso ne décide rien sans en référer à l'avis de Jidéo. Mais à aucun moment, le président Sassou Nguesso ne s'est départi de sa prudence instinctive et policière qui fait de lui un homme des coups fourrés et un véritable génie du mal au Congo. Depuis sa prime enfance jusqu'à nos jours, tout ce qu'il fait de mal lui réussit, comme il avait noué un pacte avec le diable. Sauf qu'il ne peut pas se passer de Jidéo, qui connaît les codes secrets de la sorcellerie familiale. La succession de Sassou Nguesso, telle qu'elle se dessine en perspective, ce n'est pas pour rien que Jidéo convoie les excréments de Sassou Nguesso jusqu'à Tandja, le gourou, n'étant pas l'âme dévote et désintéressée qu'on pourrait imaginer, qui se rabaisse à ce point. C'est qu'il se voit payer de retour par Sassou, auquel de surcroît il entend succéder sur le fauteuil présidentiel du Congo. Et cette succession n'est pas limitée à la politique, elle s'étend à la famille Nguesso, aux enfants, et tenez-vous bien, à la femme. En cas de décès de Denis, il n'est pas exclu que cette perspective lui déplaise, hormis la souffrance que cause la perte d'un mari, chère Antoinette Sassou Nguesso. C'est elle que je parle, paraît être la nièce maîtresse du puzzle complexe que tisse patiemment Jidéo. Il sait mieux que quiconque que c'est grâce à la première dame que son colistier a pu apprivoiser une partie, fût-ce infime, des pouvoirs ancestraux des Maluango. Voyez comme un simple bâton informe, remis récemment par un sage du Kwilu, à un candidat à la présidentielle de passage dans le Mayombe, a pu effaroucher Sassou et son épouse, qui se sont ainsi vus concurrencés dans ce qu'ils croyaient être leur champ clos d'intrigue et de manipulation. En effet, là, Soukoulati Poiti, je ouvre une parenthèse, Soukoulati Poiti fait allusion au bâton qu'on avait remis au candidat, le général Mokoko, lors de la campagne présidentielle de février 2016. Mars 2016, exact. Je ferme donc la parenthèse, car assurément, le Kwilu, ce n'est pas seulement le pétrole, si prégnant qu'il soit au plan matériel. Le Kwilu, c'est aussi et surtout la richesse spirituelle des Maluango, eux qui, dans l'ancien royaume Luango, ont symbolisé la suprême autorité. Pour le clan Nguesso, tous ceux qui, comme la première dame, ont les yeux troués, caractéristique de l'intelligence nocturne,
doivent être adulés ou exterminés. Qu'on se reporte à mon interview précitée sur les richesses spirituelles de Kwilu et sur l'ouvrage Sakipenti. Alors nous poursuivons sur la guerre de succession sur le fauteuil de Denis Sassou Nguesso. Mais j'entrevois une guerre ouverte entre Jidéo et certains enfants, sachant que Sassou Nguesso, au mépris de ses engagements, porte sa préférence sur ces derniers plutôt qu'à son colistier. La dévolution successorale du pouvoir politique actuellement détenu par Sassou Nguesso pourrait échoir à l'un des enfants, en l'occurrence à Christelle, dont les excréments sont avec les siens l'objet des rites magiques de la part de Tandja, ce qui risque de susciter le courroux orageux de Jidéo. Certes, celui-ci sait qu'avec l'opération Tandja, que Christelle et Claudia sont directement partie prenante avec le père au rite d'influence par le dépôt de leurs propres excréments et urines. Mais ce n'est pas rétorque-t-on du côté de Sassou pour accéder à la présidence de la République qui le font, mais pour entrer dans la vie politique sans entrave et sans risque. C'est du reste un des aspects de la personnalité de Sassou Nguesso que de ne pas tenir ses engagements tout en faisant jusqu'au bout une large part aux apparences, son art favori de l'enfumage au détriment de la réalité convenue. De plus, Christelle s'avère être l'homme qui est à même de garantir et de défendre le bilan sans bénéfice d'inventaire du père, ses intérêts sans honneur et son inviolabilité judiciaire par les temps qui courent, en tout cas, en tout état de cause, parmi les causes qui maintiennent indéfiniment Sassou Nguesso en fonction. Il y a certes sa soif inextinguible du pouvoir et sa crainte de la Cour pénale internationale en considération de ses nombreux crimes, mais aussi le problème et les modalités de la dévolution familiale du pouvoir politique. Il redoute qu'en quittant le pouvoir sans avoir au préalable armé le fils et balisé sa voie royale, un conflit ne se déclenche entre Jidéo et son successeur putatif. Je ne sais à combien de milliards de pétrodollars Jidéo se convaincra de se faire doubler par le rejeton et de mettre à sa disposition sa science des primitifs. Il y a aussi le clan des Mboshi Alima actuellement à l'affût et qui a toujours servi aux côtés du maître dans les coups fourrés. Et rien ne pourra se faire sans ou contre eux. On prête au général Pierre Oba, le représentant de cette aile agissante, la déclaration du 20 juin 2015, selon laquelle si Jean-Dominique Okema fait un coup d'État à midi à 14 h, je lui fais un coup d'État et je les mets en prison, lui et Jean-François Ndege. Était-ce pour rassurer Sassou de son indéfectible soutien ou bien pour épouvanter Jidéo dans les lubies? Il semble néanmoins que les Mboshi Alima soient disposés à passer sous l'égide et au service du fils qu'on surnomme déjà Mwanandeya. Mwanandeya, le fils de l'espoir. Au sein de l'oyocratie, si leurs intérêts sont garantis, à moins qu'ils ne soient tentés par la voie de la force, qui a tant réussi au maître avec leurs actifs concours. Revêt donc une importance particulière à mes yeux l'engagement pris par le capitaine Marien Ngouabi en accédant au pouvoir politique le 31 juillet 1968, en ce temps-là, lorsque le président Massamba Deba perdit la tête du pays et que celle-ci échut entre les mains du jeune capitaine, ce dernier déploya un trésor d'habileté dont le point d'orgue fut la réunion tenue à Ouando pour rassurer les autres localités du Grand Nord, Makwa, Bunji, Wesso, Infondo, Oyo. C'était pour que les esprits et les aspérités soient aplanés, notamment entre Makwa et Okuyu, en vue du partage du pouvoir. En somme, le pouvoir nord, comme on le qualifiait, alors détenu par Marien Ngouabi,
devait être exercée alternativement et durablement entre Fils et ces contrées réputées abandonnées depuis la colonisation. Mais la succession de Marien est intervenue de façon plus chaotique que réfléchie à la suite de sa tragique disparition le 18 mars 1977 et l'apparition inopinée du colonel Yombi Opango au devant de la scène n'a pas correspondu aux prévisions stratégiques de l'alternance tribalo-régionaliste des tenants du pouvoir nord. Sans doute, Yombi Opango pouvait-il se prévaloir par son père du district de Makwa pour s'installer au pouvoir dans le cadre de l'alternance géopolitique intra-régionaliste, mais il se distinguait davantage en parent de Marien, en fils de Wando par sa mère et en Kouyou de sorte que la stratégie d'occupation et d'alternance de pouvoir n'a véritablement commencé à produire ses effets qu'avec Sassou Nguesso, qui en évinçant Yombi le 5 février 1979, n'a pas été condamné comme il se devait par les cadres du Nord. Ces derniers ont vu dans cette prise de pouvoir un acte certes inélégant et heurté, mais conforme à l'accord de Wando, dans la mesure où les Kouyou avaient déjà commandé par le truchement de Marien Ngouabi. Mais jusqu'ici, la conservation du pouvoir dans les seules mains de Sassou Nguesso a en même temps ouvert toutes les dérives, celle de la chute, puis de l'emprisonnement à 10 ans sans jugement de Yombi, constituent les plus frappantes. Sassou ne manque d'ailleurs pas de mettre la main à la poche, plutôt au trésor public, en fait, de la compensation pour s'assurer le soutien du parent de Marien, qui le lui rend bien, quitte à mettre les fortes récriminations des Kouyou entre parenthèses. Ce n'est pas tout. Après l'intermède Yombi, Sassou a monopolisé le pouvoir nord pour le transformer en oyocratie exclusive, jusqu'à considérer les Makwa, Mboshi, de Bunji et autres prétendants Likwala et Bakwele, Ndjem, comme étrangers à la gestion au sommet des leviers de commande du pays. Plusieurs cas de la Likwala, par exemple, en sont restés les uns pour leurs frais, les autres sur leur faim, qui ont vu disparaître tour à tour les meilleurs des leurs après avoir reniflé l'odeur du pouvoir. Le pouvoir en vérité a été échu au nord du Congo en vertu d'un décret de la Providence et non par les suffrages du peuple congolais. Et ce ne fut que justice et de bonne loi que Marien ait songé à le partager équitablement et alternativement sans exclusive. Toutefois, un décret même divin contient sa date limite de validité, à la différence près que prescrite par l'insondable nul. Cette situation ne manquera pas de répercussions, surtout lorsque Sassou Nguesso aura disparu de la scène politique. En attendant, on a vu le général Jean-Marie Michel Mokoko, un Makwa, bon teint, quoique né à Mosaka, se présenter contre toute attente aux élections présidentielles du 20 mars 2016. Il a fait certes en fils du Congo, répondant à l'appel de la démocratie, mais aussi en ignorant que le pouvoir du Nord, monopolisé par Sassou Nguesso, Mboshi minoritaire d'Oyo, aurait dû faire l'objet d'une rotation consensuelle intra-régionale. Mokoko était parti pour gagner, même sans appareil politique, mais avec l'onction populaire dépassant toutes sortes de clivages. Ce qui a bouleversé littéralement le tenant actuel du pouvoir nord, tribalo-régionaliste à l'excès, qui pendant longtemps faisait valoir à qui voulait l'entendre qu'il n'y aurait pas d'autre coq dans la basse-cour, alors que moi, je prêchais le contraire urbi et torbi. En effet, il était prévisible que Sassou ferait tout pour empêcher une victoire du général Mokoko, qui risquerait de le jeter définitivement dans la poubelle de l'histoire, plus tristement que ne l'eût fait un civil ressortissant du sud du pays. Ce ne fut donc pas, de ma part, faire œuvre de prophétie,
que de suggérer au peuple congolais de porter ses suffrages sur un candidat gagnant du nord du pays pour les élections présidentielles du 20 mars 2016. Voir ces diables qui prennent la tête à Denis Sassou Nguesso. Page donc 12, paragraphe 11 du 9 mars 2016 sur le site Zengamambo. Et me semble-t-il, c'est ce qui s'est produit avec les foules innombrables qui ont déferlé sur le passage du général Jean-Marie Michel Mokoko, le sauveur, dans toutes les villes du sud du pays. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poity. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Mais la commission électorale aux ordres ne pouvait pas agir autrement qu'en boutiquant un fallacieux coup KO de plus de 60% au profit du dictateur, plus facile à fabriquer qu'un second tour aux conséquences imprévisibles. Il est proprement invraisemblable que notre dictateur national ait eu autant de voix pour gagner dès le premier tour. Si, comme le reconnaît même le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, il a perdu les 3 villes de forte densité populaire que sont Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, ainsi que plusieurs localités de l'intérieur du pays, tombées, peut-on dire, dans la mouvance oppositionnelle. Certains de préempter toutes les voies du Nord et la presque totalité de celles d'un Sud politiquement décomplexé. Mokoko l'emporterait en cas de second tour, quelle que soit l'étoffe de son concurrent, en l'espèce, Parfait Kolela ou Sassou Nguesso. C'est dans la prétendue division Nord-Sud que Sassou Nguesso, le plus grand commun diviseur du pays, tire la substance vivifiante de son régime satanique, et ce depuis l'assassinat de Maria. C'est dans la prétendue division Nord-Sud que Sassou Nguesso, le plus grand commun diviseur du pays, tire la substance vivifiante de son régime satanique, et ce depuis l'assassinat de Maria. Voilà pourquoi l'élection inéluctable de Jean-Marie Michel Mokoko a été étouffée dans l'œuf qui risquerait d'enlever toute justification à l'existence du pouvoir au bout du fusil et du PCT, refuge d'assassins, de voleurs et d'incompétents, à l'accaparement des postes de responsabilité ministérielle, administrative et militaire. Bref, à une politique tribalo-régionaliste initiée pour empêcher le Sud, et singulièrement les Tétus, l'Ariba Congo, de revenir au pouvoir. Mokoko lui ôterait à Sassou, outre son pouvoir quasi monarchique, tout prétexte d'une guerre civile habilitant ses miliciens et mercenaires à poursuivre leur perpétuel coup d'État. Dans ces conditions, et à tout prendre, Denis Sassou Nguesso n'aurait d'autre issue à défaut de reconnaître sa défaite et de se retirer calmement que d'organiser une seconde élection présidentielle pour sauver la face. Il serait à craindre, dans le cas contraire, que le pays ne devienne ingérable et infréquentable, parce que les autorités artificiellement maintenues en place manqueraient, malgré toutes les farces de légitimité que seul le peuple souverain confère à ses représentants élus. François Mitterrand disait « Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne se relève pas le défi. » Tant que le peuple ne relève pas le défi. François Mitterrand disait « Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. » En revanche, aucune légitimité ne peut résulter des combinaisons de techniciens électoraux post-staliniens ou des juges empêchés de dire le droit. Par ailleurs, Sassou doit savoir que son pouvoir magico-fétichiste se dégonfle au fur et à mesure que passe le temps, en dépit de ses nombreux sacrifices humains, car selon sa cosmogonie animaliste, animiste, la sorcellerie et le fétiche ne sont actifs que dans l'ombre.
ils se désacralisent et perdent de leur acuité dès lors qu'ils sont débusqués et portés sur la place publique. Et le sacrifice humain n'est pas chose aisée. Le sang de l'homme n'est pas celui du bouc expiatoire. L'affaire des excréments, source de mon conflit lancinant avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'étant pas un démocrate et son pouvoir étant quasi monarchique, ce n'est pas démocratiquement ni constitutionnellement qu'il sera transmis à son successeur. Il estime que si jusqu'à présent il a réussi à tenir en laisse tous les organes politiques, tous les opposants, la presse tant nationale qu'étrangère, c'est parce qu'un voile pudique couvre ses crimes et sa mauvaise gouvernance, la pollution, l'infestation de l'eau publique par ses excréments, les fétiches, la sorcellerie, les totems, l'élimination physique d'opposants et concurrents potentiels en sont pour beaucoup. Il place dans le rite des excréments une confiance quasi absolue de neutralisation des consciences de tous ceux qui se servent de l'eau publique nationaux ou étrangers, en séjour au Congo, dans le lugubre dessein de se perpétuer au pouvoir en subjuguant tout le monde. À cause de cette histoire macabre, je m'étais vu dans l'obligation de démissionner le 3 décembre 1990 au poste de Premier ministre auquel il m'avait, par calcul machiavélique, plus que par souci de bonne gouvernance, promu pour m'avoir à l'œil. Ma démission même fut par lui considérée comme un casus belli. Du 12 mai 1988 au 3 décembre 1990, j'avais fait plus que résister, mais la pression devenant de plus en plus forte et nos rapports de travail se distendant, au jour le jour, mon retrait s'imposait afin de lui permettre de nommer un nouveau Premier ministre à sa dévotion. Parbleu, pourquoi devrais-je demeurer à un poste aussi risqué que je n'avais pas sollicité sans pouvoir donner le maximum de moi-même pour l'intérêt général? Il m'a nommé à cette fonction pour la galerie, comme pour m'appâter, de la même façon qu'on attire un poulet avec un grain de maïs pour l'attraper et le passer à sa casserole. Hélas, pour l'homme des actions concrètes, le promu n'était pas tombé de la dernière pluie. Voilà ce que je n'ai jamais dit ni écrit, qui est en réalité la cause fondamentale du malheur lancinant qui me poursuit. Là où il a réussi, je le dis, la gorge serrée, c'est que son obsession diabolique contre ma personne m'a coûté comme dégâts collatéraux l'empoisonnement à mort de 4 proches sans histoire, le dernier étant intervenu récemment en 2015. Comme on peut en convenir, c'est là un lourd deuil que je demeure inconsolable et pour lequel je m'en remets humblement à mon Seigneur, sans compter les 23 empoisonnements que j'ai subis à titre personnel, qui se sont avérés inopérants grâce à Dieu, et que je pardonne à l'ignoble criminel aux pratiques plutôt lâches, à tous ceux que ce témoignage insolite verra, je le recommande, moins pour être suivi que pour servir de mise en garde. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende, dit l'évangéliste Matthieu. Donc, voilà, nous mettons fin à ces propos recueillis par Jean-Paul Tedga. Nous mettons fin donc à ce témoignage d'Alphonse Soukoulati-Poitiers, témoignage recueilli par Jean-Paul Tedga, Afrique Éducation, numéro 438,
du 1er au 15 mai 2016. Nous vous remercions. Nous allons donc, dans quelques jours, faire d'autres témoignages pour rendre hommage à Soukoulati Poiti, qu'on vient d'enterrer donc dans la région parisienne provisoirement, en attendant qu'il puisse trouver le repos éternel dans sa terre natale de Djosso. Merci. À bientôt. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukoulati Poiti,